Merci d'avoir assisté à ce film documentaire. Donc on a la chance d'avoir avec nous la réalisatrice, Erej Seiri, et l'un des protagonistes que vous aurez reconnu, l'un des protagonistes principaux du film, Ahmed Mourad. Voilà, Ramfi, pardon. Donc voilà, on peut les applaudir bien fort. Alors, juste pour vous présenter un petit peu, donc Erej Seiri, donc la réalisatrice du film. Donc c'est Erej, je crois que donc c'est un film que tu as mis pas mal d'années à le faire, je crois que c'est 5 ans. Enfin, tu vas nous expliquer après, on va te poser des questions. Donc bienvenue à l'Institut français en tout cas, merci d'avoir présenté ce film. À partir de là, en fait, Erej a un parcours plutôt documentaire, journaliste, documentaire, elle va vous en dire un petit peu plus tout à l'heure. C'est un film qui est une coproduction, comme vous pouvez le constater, entre la Tunisie et quelques autres pays, dont la Suisse. Et la France. La France également, avec un certain nombre de fonds qui ont aidé par rapport à l'écriture. Donc c'est un film qui s'est développé dans le temps, on va en revenir dessus. Et je crois que c'est un film aussi qui a eu pas mal de sélections en festival, donc 2 prestigieux festivals, dans le milieu des connaisseurs du documentaire. Alors l'IDFA, ce qui est le grand festival à Amsterdam, et celui de Nyon, en Suisse, qui est aussi un grand festival documentaire, et le film est en train de tourner, il est sorti je crois depuis la semaine dernière, on va avoir le distributeur qui va nous rejoindre, depuis mercredi dernier dans un certain nombre de salles, pour l'instant à Tunis, mais après bientôt en région. Alors, c'est interactif, ça veut dire que vous n'hésitez pas à poser des questions, on va vous faire passer des micros. Juste, je vais poser une petite question à la réalisatrice, je vous invite à vous asseoir. C'est bien, on est pas mal ici. Hein, on vous voit bien. Là. Alors, juste en fait, Erej, si tu peux nous dire un petit peu comment est venue l'idée de ce film et nous dire un peu la genèse du film, comment ça s'est fabriqué, comment ça s'est fait pour arriver jusqu'à Ahmed et ses différents compagnons du train. En fait, j'avais fait un précédent film qui s'appelle Le Facebook de mon père. C'était un doc de création sur la question d'identité où je suivais mon père et son addiction aux réseaux sociaux en Tunisie après la révolution tunisienne. Et quand j'ai fini ce film, j'avais évidemment envie de continuer à mon travail sur ce qui se passait en Tunisie. Et j'ai revu Ahmed, qui est un ami d'enfance en fait, que j'avais perdu de vue depuis presque 10 ans, et on s'est croisés à Lafayette un jour. Et il est le petit-fils de Wanes Kraïm, qui est un compositeur de musique arabe, mais il est aussi le fils et le petit-fils de cheminot du côté de son père. Et quand je l'ai croisé, je lui dis alors, t'es dans l'art, tu fais quoi? Tu fais de la musique, de la peinture? Et il me dit non, en fait, je suis conducteur de train. Et là, je lui dis mais comment ça se fait? Et là, il me raconte son histoire, et je trouve ça tellement intéressant et emblématique de cette jeunesse tunisienne que je trouve hyper créative, et qui en même temps, vu la situation, est obligée de faire des boulots qui ne sont pas forcément ceux qu'ils auraient souhaité faire. Mais en même temps, avec Ahmed, c'était plus fort que ça, parce qu'ils sont cheminots de père en fils. Donc c'était un peu, je ne veux pas ressembler à mon père, mais finalement, je fais un peu le métier de mon père. Ça a commencé comme ça au début. Donc j'étais pas du tout partie sur d'autres personnages ou quoi que ce soit. J'ai pris le train avec lui. Il m'a fait découvrir, c'est lui qui m'a en fait... il est d'ailleurs assistant à la réalisation maintenant sur le film. Il était assistant à la réalisation sur le film. Et il m'a fait découvrir... la Tunisie à travers le train, et ensuite j'ai découvert la voie normale, qui est cette voie ferrée qui va de Tunis à la frontière algérienne, à Randimaou, qu'on appelle la voie normale à cause de l'écartement de ses rails. Et j'ai trouvé ça tellement philosophique, et pour moi j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit ah ouais, c'est le moment d'interroger la question de la norme, parce que tout le monde dit ici est normal, coucher est normal. Et j'avais envie d'interroger cette question à travers un road movie. J'avais envie que ce soit poétique, j'allais dire politique. Et finalement, c'est devenu politique aussi. Voilà. Alors, Ahmed, donc du coup, tu es cheminot de père en fils. C'est à la fois une voie que tu as choisie, mais pas totalement, si j'ai bien compris par rapport à ce que je disais, Erej. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui t'amène à passer d'ami d'enfance de Erej à cheminot? Et voilà, faut nous en dire un petit peu. Et comment s'est fait, de ton point de vue, cette rencontre et ce film, en fait
Merci Didier pour l'invitation déjà pour présenter le documentaire. Vous l'entendez ou pas? Ok. Et là maintenant c'est bon? En fait, c'est la voie normale. J'ai choisi la voie normale. À certains moments de certaines périodes de ma vie, j'avais pas vraiment le choix. Le domaine artistique en Tunisie, à l'époque de la dictature, c'était pas si facile d'introduire ce monde-là. Soit tu appartiens, soit tu appartiens pas. Et la famille, elle m'a vu j'ai passé une grande période de chômage. Elle m'a dit, allez, vas-y, père conducteur, père cheminot, grand-père cheminot, toute la famille là-bas, quoi. Et c'est comme ça que j'ai introduit cette entreprise. J'ai une relation très spéciale avec cette entreprise-là, parce que j'ai grandi avec cette entreprise-là, grâce à cette entreprise. Et quand j'ai commencé à travailler, j'étais vraiment très choqué de la situation des conducteurs de train, de la situation du travail. Mon grand-père, dans le documentaire, il était très fier de me voir comme conducteur de train, alors qu'il ne sait pas que la même locomotive que lui, il connaît, 40 ans après, je suis en train encore de la conduire. Et ça, c'est... Après, quand j'ai rencontré, on s'est vu juste après la Révolution, l'énergie, vas-y, on va faire des trucs là maintenant. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire le documentaire. Alors, une dernière petite question dans la salle, on a Kaïs qui s'est caché, donc le distributeur du film. Juste une question pour Kaïs. Voilà, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé un peu de... Voilà, si tu peux bien nous rejoindre, parce qu'après je vais faire passer le micro dans la salle. Donc Kaïs, distributeur du film. Voilà. Donc, bonsoir Kaïs. Bonsoir, merci d'être resté. Merci à l'Institut français de nous avoir programmé. Juste donc, question. Vas-y, toi. Oui, ben, ok. Alors, la question? Alors, tu me mets là parce que ouais. C'est mieux pour. Donc voilà, qu'est-ce qui a fait qu'un distributeur qui distribue essentiellement du cinéma de fiction s'intéresse à un long métrage documentaire et voilà, comment ça se passe aujourd'hui? Vous venez de le sortir la semaine dernière, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Elle, je l'ai rencontré par hasard à Lafayette, donc il m'a proposé son film. En fait, en gros, si vous voulez faire du cinéma, il faut aller à Lafayette. Il y a des endroits pour ça particuliers. Ouais. Et en fait, non, en fait, on n'est pas spécialement spécialisé dans le document, la fiction. On est distributeur, on distribue des films. On ne fait pas de différence, on peut distribuer les films qu'on aime, par lesquels on est convaincu, et c'est le cas pour La Voie Normale. Avant, on a distribué pas mal aussi d'autres documentaires. Là, je peux citer rapidement Subutex, Papahead, 7,5. Prochainement, on discutait tout à l'heure du film Amal qui a eu le Titanic d'or dernièrement, mais on considère ça comme du cinéma à part entière. Donc, dès qu'un film nous plaît, entre guillemets, on le distribue, et c'est le cas donc de La Voie Normale. Nous plaît, ouais. Voilà. Le film vous a plu en fait. Voilà. Principalement. Après aussi, il y a un traitement, il y a un discours, il y a tout un projet derrière. Et nous aussi, quelque part, notre métier, c'est de porter ça, c'est d'essayer de l'accompagner et de faire découvrir ce genre de cinéma, ce genre de... Les réalisateurs se tuent, les producteurs se tuent pour faire leurs films. Et donc, nous, notre métier, c'est de aussi faire le maximum qu'on peut pour que ces œuvres-là qu'ils ont fait, pour que les gens les voient, aillent rencontrer le maximum de public et aussi qu'il y ait aussi un débat. Mon grand-père, alors son père il est cheminot, il est algérien, il est venu en Tunisie, c'est ici qu'il a rencontré ma grand-mère. Pendant nos heures creuses, on passait donc ces heures avec les cheminots à découvrir tout ce monde en fait. Et je sais pas, mais je doute pas en fait de la consistance de ce sujet ou de l'histoire de Ahmed ou des personnages. Simplement, je me demande en fait
quel est votre choix exactement? C'est-à-dire, c'est pas parce que tout cet univers-là est intéressant ou l'histoire de ces personnages est intéressante, j'arrive pas à voir comment votre position en fait par rapport à tous ces personnages. C'est-à-dire pour moi, c'est pas intéressant de dire voilà, aujourd'hui on va parler de la révolution en 2011 parce que la révolution c'est un sujet intéressant. On peut très bien parler de peut-être d'une bouteille en plastique, mais c'est la façon de traiter le sujet qui va faire toute la différence. Donc, je veux juste peut-être que vous développez pour savoir peut-être des choses que j'ai pas pu voir, et peut-être aussi que j'avais plus d'attentes et que je suis un peu déçu, mais je vous félicite pour tout ce travail qui a en plus pris 5 ans. Donc bravo et merci. Merci Ahmed aussi et à tous ces gens-là qui ont enfin fait tout ce travail. Merci. Je peux savoir vos attentes pour que je puisse vous répondre peut-être. C'était quoi vos attentes par exemple? Mes attentes, peut-être que ça soit un film loyal, pas dans le sens que ça va glorifier tout ce parcours, mais... loyal, pardon. Loyal, c'est-à-dire pour moi, je trouve du mal à comprendre. Là, c'est quelqu'un qui a des problèmes, l'autre, c'est le rebelle qui va dire non, on arrête. C'est des petites histoires comme ça, sans peut-être un fil conducteur, ou bien le fil conducteur, c'est les chemins de fer, en fait. Et il n'y a pas, à mon sens, une consistance ou un choix très fort, un parti pris qui va démarquer donc Erij Zhiri, c'est ça, de n'importe quelle autre personne qui va traiter le même sujet. Je ne doute pas que le sujet en soi il est intéressant, mais vous, votre position, en fait, comment vous avez procédé, comment vous avez conçu ce film? Je suis juste curieux, merci. Merci, on n'est pas obligé de répondre immédiatement, parce que je voudrais, on passe un peu mais c'est une question importante, donc je pense qu'Erij va y répondre. Et là, il y a une autre question dans la salle. Oui, bonsoir, je m'appelle Salah Gagui, je veux parler que du côté positif pour la sincérité, parce qu'on est devenu riche, c'est grâce à la sincérité. Parce qu'on est des familles commerçants où mes grands-parents sont installés grâce à la sincérité, tous les réseaux logistiques de train, on a profité de ce réseau et on a fait toutes les distributions de nos affaires à partir de train. Parce que le ligne de train, c'est une ligne où tout le monde en profitait à l'époque. Mes parents ils sont installés en 1934, les réseaux du Nord-Ouest. On a alimenté tout le Nord-Ouest, tout ce qui est agroalimentaire, parce qu'on est de Djerba, on vient de Djerba, et on s'inscrit toute la zone. Donc moi je parle que de positif de train. C'est vrai qu'à la faute actuellement, il y a un problème, faute des moyens, faute d'équipement, il y a plein de problèmes de gouvernance, problèmes mais moi je parle personnellement, je parle que de positif. Et là grâce à ce document, mais je trouve qu'il y a un point, il n'y a que de négatif sur votre documentation, que de négatif. Mais il y a quand même de portée positive, ils amènent des gens, des marchandises, des trucs. Mais là, au moins, vous essayez de partir du positif. Merci pour votre attention. Je vais répondre aux deux questions quand même, parce qu'elles se rejoignent un peu. Alors on va laisser répondre quand même à la réalisatrice. Elles se rejoignent parce qu'on parle. La première question c'est sur le point de vue, il n'y a pas vraiment de point de vue, etc. Et la deuxième c'est justement le point de vue, il est trop négatif. Donc c'est intéressant les deux questions. La première, le point de vue, mon regard à moi, il a été spécifique parce que j'ai choisi de filmer des conducteurs et j'ai choisi de filmer que des conducteurs sur cette voie ferrée, spécialement cette voie ferrée, pas toutes les voies ferrées. Toutes les voies ferrées tunisiennes ne sont pas comme celle-ci. J'ai choisi la voie normale parce que pour son titre, mais pas que pour son titre, parce que aussi c'est une voie délaissée, oubliée, parce que l'ouest du pays, on s'en occupe moins que la ville côtière, que les rails côtières, c'est-à-dire que la ligne sud-nord, nord-sud. Donc déjà, c'était un choix. Ensuite, c'est un road movie. Et dans un road movie, quand on fait un voyage, on rencontre des gens. Et j'avais envie qu'on sente ça. Et c'est pour ça que le film commence tout doucement, parce que quand on fait un voyage, on ne sait pas qui on va rencontrer sur le chemin. Et on ne sait pas ce qui va se passer. Quand moi j'ai commencé ce film, je ne me suis pas dit je vais faire un film en montrant tous les problèmes de la SNCF.
Non, en fait, pas du tout, justement. Et c'est pour ça que ça a été un film qui a pris du temps, parce que j'avais besoin de recul pour écrire. Et en même temps, j'étais choquée de ce que je voyais, et en même temps, il y avait des choses belles. Donc tout n'est pas, d'ailleurs, tout n'est pas négatif dans le film, parce que les personnages déjà sont extraordinaires, ils aiment leur métier. La voie ferrée qu'on a choisie, qui va jusqu'à Raldimao, elle est magnifique. On voit pas beaucoup, on le voit pas beaucoup, mais les paysages sont beaux. Les gens sont attachants, les personnages sont attachants. Maintenant, le fait qu'ils doivent réparer un train avec un fil de fer, ça, je ne l'ai pas inventé. C'est comme ça, c'est ce que j'ai filmé, c'était là, c'était comme ça. Alors vous allez dire, j'ai filmé ce qui était négatif, mais c'est leur quotidien. C'est ce qui fait qu'ils sont en pleine dépression. Ça, je suis désolée. Je veux dire, ça, je peux rien. Quand j'ai filmé le couple, l'histoire d'amour, ben, c'est pas négatif. Je suis pas une histoire d'amour, c'est positif pour moi. Donc pour moi, voilà, le film, il n'est pas. Mon point de vue, ça a été de faire une mosaïque de personnages qui, pour moi, mais c'est bien, c'est super. J'adore vos questions, c'est super. Mais voilà, ma réponse, c'est que mon choix, c'était mon regard sur la Tunisie d'aujourd'hui, mais spécifiquement sur cette nouvelle génération de cheminots qui est très créative, qui a envie, comme plein de jeunes en Tunisie, d'aimer leur métier, d'aimer ce qu'ils font, mais qui malheureusement, par les conditions de travail, et je raconte pas les détails, mais par les conditions de travail, finissent, et il le dit Ahmed à un moment donné, il y a quelque chose qui meurt en moi. Et pour moi, c'était très fort, ce passage-là. Voilà. Je crois que j'ai répondu. Il y avait quelqu'un, je crois, par ici, non? Une question, je sais plus, j'ai vu une main se lever tout à l'heure. On va faire le même principe, on va alterner. Moi aussi, je vais poser des questions, donc on fait une ou deux questions selon, comme ça vous répondez, et après... Alors, qui avait demandé là? Allez-y, madame. Alors, bonsoir. Bravo pour ce documentaire et surtout pour cette authenticité et cette sobriété. Je pense que les deux, les questions précédentes sont issues de certaines confusions par rapport au fait qu'on a été plongé directement dans ce quotidien-là. C'est-à-dire que le petit paragraphe où il y avait écrit la voie normale, etc., il y a eu une sorte de plongeon honnête, immédiate. Moi-même, j'étais un peu dans la confusion pendant les 5 à 10 minutes, la première. Et la seconde remarque, ce serait par rapport au fait de nous faire une petite mise à jour par rapport à tous les cheminots que vous avez suivis vers la fin. Ça aurait été bien de nous dire, voilà, Ahmed fait ceci maintenant, Aïssa fait ceci maintenant, etc. Et du coup, c'est ma question. Comment va Ahmed quand il est On l'a pas écrit pour que vous puissiez poser la question justement à la fin du débat. Est-ce que Aïssa s'est retrouvé avec sa femme, etc. Est-ce qu'il peut mettre des cadres chez lui? Non mais honnêtement, on a pensé à mettre la phrase, mais franchement... Ahmed, comment vas-tu? Comment vas-tu? Je conduis plus les trains. Je suis plus conducteur de train depuis 2015, fin 2015. Là, pour l'instant, j'ai une association artistique culturelle. Je travaille sur un musée de trains. Ça fait 3 ans que je galère avec les cheminots pour pouvoir ouvrir ce musée-là. Il a été construit en 2008 et il n'a jamais ouvert. Ils ont mis des vieilles locomotives dedans, ils l'ont essayé, mais après, non. Et je travaille aussi dans une pièce de théâtre qui va passer au 1er mai à Théâtre Al-Majdi. Ça, c'est un autre projet avec les Syriens, rien à voir avec les trains. Mais tu vends quand même des billets, il faut le dire. Ah, je travaille encore, hein. Il faut travailler. Hein. Bah là maintenant je suis magasin de billets, j'ai tous les billets de train et c'est moi qui fais le dispatching pour tous les gares et les guichets et tout ça. En attendant le musée. Alors, les autres personnages, Aïssa Medine Fiteti, il est passé sur plein de plateaux de télévision après le film.
Il a réintégré la SNCF-T grâce à ça, notamment. On a organisé une projection avec des journalistes et des politiques, et je pense que ça a aidé en tout cas. Et il a été protégé par l'instance de lutte contre la corruption, parce qu'il a prouvé avec des documents à l'appui qu'il y avait des formes de corruption et de problèmes de sécurité graves. Il a été réintégré, mais pas comme conducteur de train, parce qu'il le juge inapte psychologiquement à être conducteur de train. Donc il se bat toujours en fait. Il était sur un plateau télé il y a 3 jours encore. Ça c'est pour Issa Fiteti, qui a malheureusement divorcé aussi. Sa femme elle a quitté définitivement pendant le tournage du film. Voilà. Et c'est le le seul rappeur, qui... le rappeur c'est le seul qui conduit. C'est ça qui est assez intéressant, parce que le rappeur c'est celui qu'on prend le moins au sérieux. Il fait son clip, il arrête un train pour faire son clip et tout ça, on le prend pas au sérieux. Et en fait c'est le seul qui conduit aujourd'hui. Et Raphaël, ils sont pas rassurés. Non mais il est aide-conducteur, donc il a un conducteur avec lui. Mais puis il a mûri depuis aussi, hein. Il a grandi quand même. Donc il s'est passé 6 ans, en 6 ans on mûrit. Et Raphaël, ça a été pour moi le coup de poignard dans le cœur. C'est pour ça que quand je dis tout est beau, tout est magnifique, quand j'entends ça, franchement, ça me fait vraiment mal. Parce que c'est pas du tout par rapport au film. Le film n'est pas un film objectif, c'est mon regard sur cette voie ferrée. Mais Raphaël, elle a perdu son frère dans un accident de train l'année dernière. Donc là, on peut dire ça touche au plus près, quoi. Donc Raphaël, elle a arrêté de conduire aussi. Et voilà, c'est ça pour moi le résultat, c'est que finalement plus personne conduit, donc ça dit quelque chose quand même. Et puis Najib de Sidi Othman, pour le jeune homme qui habite à côté, ben lui il est toujours à Sidi Othman, et il tourne toujours l'aiguille, il note la fenêtre du train. Il n'est pas tout seul. Mais là il n'est pas tout seul, là il s'est marié, parce qu'en fait ce qu'on voit pas dans le film, parce que par exemple le personnage de Najib, quand on a tourné le film, on a eu des dialogues avec lui, il parle, et ça racontait l'histoire d'un homme qui vit dans une gare, et qui fait tous les jours la même chose, qui se pose pas trop de questions sur ce qui se passe dans le monde extérieur, comme s'il vivait dans un monde merveilleux, et en même temps qu'il vivait seul. Donc c'était un vieux garçon, entre guillemets, quoi, quand même. Et sa mère, elle s'inquiétait beaucoup de le savoir seul dans cette gare. Et ça, c'était son histoire qui aurait pu être un autre film. Et finalement, on a décidé que Najib ne parlerait pas dans le film, parce qu'il est tellement poétique et cinématographique à filmer, qu'on a décidé voilà. Mais sinon, il s'est marié, il va bien. Et voilà, je crois que c'est tout. Ouais. Moi j'ai juste une question. D'abord, pour commencer, je voudrais féliciter Ahmed, il joue vraiment très bien le cheminot. C'était vraiment un cheminot quand on a commencé. En privé de joke. La deuxième question, ça concerne toujours Fitati. Voilà, c'est une sorte de lanceur d'alerte dans le film. On a beaucoup d'affection pour lui. Enfin, en tout cas, moi j'éprouve énormément d'affection quand je le vois, même beaucoup de sympathie. Il y a juste un truc qui me dérange, voilà, je ne sais pas si c'est toi le montage, c'est la dernière image qu'on montre de Fitati dans le film. Il est collé contre son mur, en train de mettre des scotch, en train de regarder. Pourquoi avoir fini sur cette image par rapport à lui? Parce que je pense parce que déjà c'est la réalité, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de folie en lui, d'obsession qui s'est installée, et que moi j'ai filmé dans la continuité, comme si je faisais un voyage. Donc chronologiquement, c'est réellement ce qui s'est passé. Et parce que quelque part, pour moi, ça dit aussi quelque chose du pays. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal, et en même temps, qu'est-ce qui peut nous rendre fous. C'est-à-dire la situation, elle peut rendre fou. Donc pour moi, c'était une sorte d'affection en même temps. Je n'ai pas du tout eu envie de le montrer comme un fou. Parce que d'ailleurs, c'est borderline, on ne sait pas trop en fait. Oui, on ressent ça, mais parce qu'il y a ça, mais parce que c'est son personnage. Non, mais je comprends que ça peut être gênant. On s'est beaucoup posé la question, par exemple, au montage, parce que il n'y a pas que cette scène-là, la scène où le train a brûlé, quand il parle, il se met lui-même en scène, en fait. Donc, il se met lui-même en scène devant la caméra. Donc, il y a beaucoup de scènes qu'on a coupées, parce que justement, on se disait, mais si on va mettre ça, les gens vont vraiment croire qu'il est fou. Et en même temps, il dit des vérités. Donc, elle est où la folie, en fait? Qui est fou? C'est lui vraiment, ou c'est l'administration des chemins de fer? Et donc pour moi, ce truc un peu borderline, à la fin, il était vraiment important pour moi, parce qu'il pose vraiment cette question-là, où on vit dans une société où on fait face à tellement de problématiques
que ça peut rendre vraiment fou, quoi. Alors, Voilà. il y a d'autres questions. Une question en fait, qui sous-tend un peu ces différentes questions, c'est finalement en termes d'écriture, parce que le documentaire c'est aussi une écriture, il y a une sorte de casting finalement des cheminots. Comment s'est fait le choix? Alors on a bien compris que vous vous connaissiez d'avant, vous étiez rencontrés à Lafayette comme distributeur, mais comment s'est fait en fait finalement le choix des différents protagonistes qui ont été choisis pour figurer dans le film? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a présidé à ça? Est-ce que c'est plus le charisme des personnes? Est-ce que c'est parce qu'ils répondaient à une problématique ou à une histoire? Est-ce que c'était pour varier un peu voilà. Comment s'est fait en fait ce choix des protagonistes du film qui porte vraiment quand même l'histoire de documentaire? Bah, comme j'avais envie de raconter la relation on peut avoir avec notre pays ou notre travail. Et pour moi, si j'allais prendre un seul point de vue, seulement le point de vue de Ahmed, à un moment donné, j'ai senti, parce que j'avais commencé comme ça, j'ai senti que quand j'ai pris ce voyage, ça racontait encore autre chose. Et donc petit à petit, on a discuté et Ahmed m'a parlé, c'est lui qui me parlait des personnages, parce que c'est lui qui les connaît. Mais tu sais, je travaille avec un gars, c'est un rappeur et tout ça. Il m'a parlé d'autres personnages qui ne sont pas dans le film, que je n'ai pas gardé. Mais en gros, lui, il me racontait en fait. Et entre ce qu'il me racontait et ce que je voyais quand je voyageais, ben, des choix ont été faits exactement comme... C'est pas un casting, mais c'est plus, ah tiens, cette femme, par exemple, cette femme... il y avait d'autres femmes, il y a 3 autres femmes, hein, mais je trouvais elle, son histoire intéressante parce qu'elle est tombée amoureuse d'un chef de gare sur la voie normale, à la Golette, qui est une voie normale. Et donc en fait c'était ça, c'est-à-dire c'est comme un puzzle où j'essayais de faire des liens qui pourraient possibles entre les personnages. Là je me dis, en fait, et puis j'avais envie, ce que je voyais c'était, j'avais envie de travailler avec des jeunes déjà. Je suis pas allée voir des conducteurs de train âgés, donc déjà ça m'a guidée. Et puis après, je cherchais des gens créatifs. Parce que j'avais envie de faire un film aussi qui soit un peu poétique et un peu fou aussi. Et puis surtout, voilà, des conducteurs atypiques. Et c'est comme ça que, voilà, avec des discussions, etc., on est arrivé à ça. Alors, il y avait là, et après ici. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'avais une question peut-être plus technique sur votre dispositif de tournage, notamment. On a parfois la sensation que la caméra change de main. On ne sait pas si c'est toujours vous ou si parfois c'est les personnages qui ont la caméra. Aussi parce qu'on vous imagine dans cette toute petite cabine à plusieurs et on se dit que ouais, on ne sait pas par rapport à votre présence et aussi à l'équipe en soi. J'imagine que du coup il n'y a personne au son ou si oui ou comment ça s'est passé voilà, plutôt sur le dispositif de tournage. Vraiment. Et pardon, juste aussi sur la fréquence de ces séances de tournage aussi parce que j'imagine que vous n'avez pas passé des années. Ouais, j'allais en parler parce que quand on dit 5 ans, en fait, c'est pas 5 ans de tournage, c'est que ça a pris 5 ans pour qu'on puisse tourner des choses. C'est-à-dire, on a une petite autorisation de tournage au début pour faire une recherche, donc j'ai tourné toute seule. Et après, plus tard, Ahmed a commencé à filmer des choses lui-même, que j'ai trouvé vraiment intéressantes. On ne savait pas si on allait les intégrer au film tout de suite ou pas. Et encore plus tard, on a eu une autorisation de tournage, mais il a fallu payer pour l'avoir. Et en plus, on avait toujours quelqu'un avec nous, donc on ne pouvait pas filmer ce qu'on voulait. Donc en gros, on a eu réellement 1 mois de tournage. Ce qui est très très peu en fait. Et imaginez, en 1 mois de tournage, déjà tout ce qui s'est passé. Donc, et ensuite, il y a des images de Fitetti qu'il a filmé lui-même. Comme quand il est dans le train, par exemple, ce sont ses images. D'ailleurs, on l'entend, il met la caméra dans le sac, il ferme le sac, il dit « Ah, merci ». Tout au début, je sais que le début, il est un peu bizarre parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on est en train de regarder, on ne sait pas qui filme. Mais je crois que ça, c'était voulu parce que pour moi, c'est un film qui a été fait avec eux. On l'a fait ensemble. Et puis en même temps, pour moi, ça montre la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait ce film librement, on pouvait filmer, faire des belles images, faire des beaux plans, prendre du temps. Non, la caméra bouge, le son n'est pas toujours bon. C'était les conditions dans lesquelles on a filmé, mais ce sont aussi les conditions dans lesquelles ils travaillent. Pour moi, c'était une façon aussi pour que vous, spectateurs, vous vous mettiez un peu dans ce brouhaha et cette cabine bruyante qui bouge tout le temps et tout ça. Donc voilà, il y a des images de fin où on voit Ahmed monter dans la locomotive. C'est lui qui a mis une GoPro dans l'eau. Et j'adore, je trouve magnifique cette image. Il y a d'autres images sublimes qu'Ahmed a faites,
que je mettrai, je pense, s'il me donne l'autorisation, sur la page Facebook du film, parce qu'il y en a qui sont extraordinaires. Ouais, ça c'est Ahmed aussi. Ça c'est Ahmed. Et il y a aussi des plans qu'on n'a pas vus, mais on a des plans où le train, on dirait on dirait un bateau, on dirait qu'il navigue dans l'eau parce qu'il a plu. Du coup, les rails ont été submergés d'eau. Et en fait, on voit quand même le train passer dessus, mais on ne voit pas les rails. C'est incroyable. Cette image, on voulait vraiment la mettre. Après, il fallait raconter une histoire, donc tout mettre. Bonsoir. Tout d'abord, je suis là. Bonsoir. C'était un très beau film. Je ne m'attendais pas à ça. Et en même temps, bien sûr, tous les personnages, ils étaient très touchants. Après, j'ai une petite question par rapport à la direction, la SNCFT et tout ça. Je me demande s'ils ont... Enfin, il y en a certains qui ont peut-être vu le film ou pas encore. Quelle était leur réaction? Comment ils ont réagi par rapport au film? Nous, on les a invités pour la première au JCC. Il n'y a pas eu beaucoup de cheminots, sauf les conducteurs. Les conducteurs, il y a beaucoup de conducteurs qui sont venus voir le documentaire. Ils l'ont beaucoup aimé. C'est un truc qui les valorise. Ils ont été... En même temps, il y a beaucoup de voyageurs qui ont vu ce documentaire, qui ont changé leur vue par rapport aux conducteurs, parce que tu prends le train, tu ne penses pas au conducteur. Tu te rappelles qu'il y a un conducteur quand il y a une panne, quand il y a un retard, et là, tu te rappelles du conducteur. Il y a une grève. La direction, là, prochainement, on va faire une projection où on va les inviter une autre fois. En fait, la direction, il faut savoir qu'il y a eu 6 directions différentes. C'est-à-dire que chaque année, il y a eu un nouveau PDG presque, un nouveau ministre du Transport. Donc ça n'a jamais été les mêmes. Donc on a montré déjà une version du film à l'ancienne PDG qui a demandé à voir le film en privé, qui m'a appelé, qui m'a dit « Oui, c'est pas du tout comme ça, la SNCFT ». Il y a le nouveau PDG qui m'a appelé, qui m'a dit « Félicitations ». Donc en fait, chaque PDG a eu un regard différent sur le film en fonction de lui, en fait, son regard sur la situation. Il y a eu par contre des lanceurs d'alerte, parce qu'il n'y a pas que Fitet, il y a d'autres lanceurs d'alerte au sein de la SNCFT qui ont vu le film, mais il y a aussi des gens qui ont dit aux autres n'allez pas le voir. Donc il faut vraiment qu'on encourage les gens à le voir encore plus. Parce qu'en fait, ce qui a été très, très intéressant avec l'administration de la SNCFT, c'est que moi au début j'étais partie vraiment sur un film poétique, je n'étais pas partie pour raconter des problématiques, je me suis dit mais les gens en ont marre, après la Révolution on parle que des problèmes et tout ça, j'avais envie de faire autre chose. Mais en fait, c'était inévitable. Et en plus, le fait qu'ils nous ont interdit de filmer comme on voulait, etc., c'était encore pire après. Parce que, en fait, plus tu interdis quelqu'un à faire quelque chose, et plus il va le faire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Un petit peu. Donc, petite question pour le distributeur. Alors je sais que Aka, vous existez depuis 5 ans à peu près, depuis le début de la création du film, La Voie Normale. Vous travaillez un peu On se prépare depuis. Vous préparez à la sortie de ce film. Et vous travaillez aussi pas mal en région. Donc est-ce que c'est un film, vous pensez, enfin quand je dis vous, je pense à Aka, qui peut circuler en région, qui peut avoir un impact? Parce que finalement, en fait, on sent quand même qu'actuellement, il y a un certain renouveau du cinéma tunisien, que ce soit par rapport aux films de genre, là, par rapport au documentaire, c'est pas inintéressant, qui porte des questions de société. Et parce que la question des trains, elle pourrait aussi se poser par rapport à une compagnie aérienne bien connue nationale. On pourrait se poser les mêmes questions. Donc, je pense que c'est une problématique qui intéresse tout le monde en Tunisie, tout citoyen, que ce soit au niveau du sujet, mais aussi de la manière avec laquelle Elijah a abordé ce sujet. C'est quelque chose qui interpelle tout le monde, donc je pense que c'est un film qui peut intéresser tout le monde. Après, c'est vrai que c'est un film qui va fonctionner surtout grâce au bouche à oreille. Comme il n'y a pas de tête d'affiche dedans, c'est pas le schéma classique de distribution où on a des acteurs qu'on utilise quelque part pour promouvoir le film des semaines avant. Donc là, on compte surtout, puisque c'est un film de qualité
on compte surtout sur les spectateurs qui vont être interpellés, qui vont être touchés par ce film, qui vont dire autour d'eux que voilà, il y a cette problématique-là, il y a ce traitement-là. Il faut aussi, ce genre de film aussi sert à quelque part, pas sensibiliser, c'est ça, c'est faire en sorte que les gens prennent conscience de ces problèmes-là et qu'ils réagissent chacun de sa position. Et c'est pour ça aussi qu'on essaie de faire, bien sûr, des projections en région. Ça, c'est quelque chose d'évident parce que c'est un distributeur, son métier aussi, c'est de montrer le film un peu partout où il peut, mais aussi d'accompagner ce film pour que, et le montrer aussi à des gens qui peuvent éventuellement changer les choses. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on est en train de discuter pour éventuellement faire un partenariat avec l'INLUC, qui est l'instance qui lutte contre la corruption. On est en train d'impliquer l'UGTT, les associations aussi, la société civile. Je sais pas, on est en train d'essayer de faire tout ça ensemble. Pas uniquement nous en tant que distributeurs, mais aussi l'équipe du film, parce que c'est surtout eux qui... nous, on est là pour les accompagner. Mais voilà, c'est important. Et je pense que, bien sûr, pour répondre directement à tes questions, bien sûr, en région aussi, surtout que là, on parle du chemin de fer, qui est implanté un peu partout en Tunisie. Et donc, c'est une problématique qui intéresse tout le monde. On a entendu là, tout à l'heure, 3 ou 4 interventions où les gens sont directement concernés par cette... Et à chaque fois, dans chaque débat, on est aussi interpellé par des gens qui sont concernés directement par la problématique des chemins de fer en Tunisie. Et surtout, moi, ce que je trouve intéressant dans le travail de Haka, et je pense qu'il est vraiment important, et ce qui, moi, m'intéresse particulièrement sur le film, c'est que ça peut ramener un public qui ne va pas forcément voir des films au cinéma ou des documentaires. Comme les familles de cheminots, comme les parents, comme les mamans, comme les femmes, comme les enfants de cheminots, ou je sais pas, je dis ça, mais je trouve que quand on a fait la projection de JCC, on avait tout genre de personnes, et des personnes qui n'iraient pas forcément voir un documentaire au cinéma. Et pour moi, là pour moi, c'est intéressant, quoi. C'est quand ça attire un autre public aussi. Par rapport aux régions, moi j'ai conduit... J'ai pas conduit que la voie normale, hein. J'ai conduit tous les trains qui existent en Tunisie. Je me suis dit, allez, je vais me balancer. C'est une expérience comme ça, on prend tout, quoi. Et j'ai des collègues à Gafsa qui attendent le documentaire, des collègues à Toulouse, des collègues à Motlaoui, ils m'ont appelé là. Et des collègues à Bizerte, à Sfax, et tout le monde attend le documentaire. Allez, il arrive quand le documentaire? Et c'est marrant de voir ça, franchement, avec Haka, là maintenant, avec Haka Distribution, c'est allez, les affiches, c'est moi qui s'en occupe, je vais les envoyer par le train. Ah oui, on avait pensé par exemple, mais on n'a pas pu le faire, c'est dommage. On avait pensé à mettre des tampons sur les billets, parce que comme ils travaillent à la billetterie, on s'est dit, ouais, on fait de la pub, on met la voix normale dessus, et comme ça on distribue dans tout le pays. Bon, dommage, c'est pas fait. C'est pas faisable. C'est compliqué, non, on va se faire vraiment. Non. Déjà, on déteste. On va essayer, mais c'est pas gagné, de faire une projection dans une gare. Peut-être à Sidi Othmane chez Najib, c'est pas gagné, mais on va essayer quand même. En France, par exemple, pour ceux qui sont aussi en France, on va certainement faire une projection à la gare de Lyon à Paris. Donc ça, c'est cool parce que la SNCF française est intéressée par le film. Il faut aller sur la page Facebook. On va le dire, la voix normale, mais on ne sait pas, mais ça va être bientôt. Alors, je crois qu'il y avait une dernière question dans la salle, et après On va rentrer. Bonsoir. Et moi, du coup, j'ai une question sur la SNCFT. Et c'est une question qui est posée dans le film, mais on ne sait pas trop, c'est entre les deux. Est-ce que, du coup, quelle est la part de la corruption dans ce qui se passe, ou est-ce qu'il y a aussi des fautes de moyens, tout simplement? Des fautes de moyens? Est-ce que c'est plutôt des fautes de moyens, ou est-ce qu'il y a une grosse partie qui est due aussi à la corruption de la direction du système? Non, mais c'est une bonne question. Moi, je réponds pas à cette question dans le film parce que pour moi, c'est une question d'enquête. À côté de toi, il y a quelqu'un de Kifad qui connaît très bien le travail parce que j'ai travaillé sur une enquête après. Mais je ne saurais pas dire en pourcentage, mais honnêtement, pour moi, c'est un tout. Hein. De toute façon, il y a évidemment beaucoup de corruption.
mais qui date d'avant. Donc c'est un peu les résultats de tout ça. Il y a des manques de moyens, évidents, mais qui sont aussi liés à la corruption. Tout n'est pas une question de moyens. Personnellement, tout n'est pas une question de moyens. Il y a aussi beaucoup une question de... Je pense pas que c'est une question de compétences, mais après lui, peut-être il en parlera plus. Mais moi, ce que j'ai pu voir et ce que j'ai pu constater après quand j'ai fait une enquête, et c'est pour ça que j'ai fait cette enquête, parce qu'en fait, ça m'a traumatisée quand même de faire ce film. Mine de rien, même si c'est plutôt... J'ai pas voulu faire un film trop dur non plus, donc... mais quand même, ça m'a traumatisée. Je me suis dit, mais c'est vraiment vrai ce que j'ai vu. Ça se passe vraiment comme ça. À quel point c'est comme ça? À quel point c'est... Et donc, j'ai décidé de faire une enquête. Mais en fait, je ne peux pas faire une enquête parce que chaque département, c'est des milliers de personnes qui travaillent. C'est des procédures. Comment tu vas commencer par quoi en fait? Chacun va te dire un truc différent. Et tu ne sais jamais qui est responsable de quoi. Mais je crois que c'est le service public qui est comme ça. Tu ne sais jamais c'est qui est responsable. C'est toujours... C'est c'est pour ça que pour moi, ce film, c'est aussi le service public tunisien en fait. Ça interroge cette question-là, c'est-à-dire qui prend les responsabilités de ça? Pourquoi on ne met pas une caisse à outils dans le train? Peut-être parce qu'on va la voler après, je ne sais pas. C'est une bonne question à nous poser. Mais je veux dire, il y a des choses qui ne sont pas une question de moyens, je pense qu'ils sont une question de laisser aller aussi. Moi, je trouve que c'est tout un mélange en fait. Ouais. C'est les moyens. Pourquoi ils ne mettent pas de caisse à outils dans la locomotive? Parce que le conducteur de train, il n'est pas payé à réparer le train. C'est pas son travail. Mais c'est qui alors? Parce que votre titre, c'est mécanicien. Ouais, mais en principe, un mécanicien, il a une prime de maintenance. Et là, on l'a pas. Alors, on touche pas. C'est vraiment un... Voilà. C'est tout un... Mais en même temps, juste pour vous dire un truc, quand je conduis un train, je pense pas du tout au directeur, à l'administration. Parce que quand j'ai un problème en plein voie, il n'y a que moi qui prends la décision. Il n'y a personne qui va prendre la décision. Et ça, tu sens que tu es très très loin de l'administration, que eux, ils ne connaissent pas vraiment ton quotidien et ils n'ont pas de solution pour toi. Alors tu te démerdes, tu trouves une solution, sinon tu vas rester en plein vol. Mais je pense que la vraie problématique, c'est le management. Honnêtement, je ne pense pas que c'est les moyens. Moi, par rapport à ce que j'ai vu, c'est pour ça que je pense que les citoyens tunisiens, ils doivent se réveiller sur la question des chemins de fer tunisiens. Les moyens aussi, oui, il y a une question de moyens. Mais par exemple, sur la formation des conducteurs, par exemple, le fait que les conducteurs soient sous-formés, ne sont pas assez formés, en fait, pas assez longtemps, parce qu'il y a un problème d'effectif. Donc, il y a un problème... Okay. Donc, le problème d'effectif, il y a un problème lié au fait qu'il n'y a pas assez de conducteurs de train. Donc, s'il n'y a pas assez de conducteurs de train, on va réduire les formations. Quand il y a un accident de train, on va faire travailler, il le dit, moi je reprends le travail après un accident. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas leur donner de congé de travail, de congé de maladie. Pourquoi? Parce que si on nous donne un congé maladie, on aura un effectif en moins. Donc c'est quand même une question de management aussi tout ça. C'est anticiper les gens qui partent à la retraite. Enfin, moi personnellement, par rapport à... Évidemment, il y a une question de moyens, on est dans une crise économique, donc c'est lié. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se règlent. Juste un dernier truc par rapport aux moyens. Je suis devenue comme Fiteti, en fait. Comme le personnage, là. Mais par exemple, la SNCF a beaucoup de terrains agricoles qui lui appartiennent, et des hôtels, elle a des biens immobiliers qui lui appartiennent à la SNCF, comme en France, la SNCF a beaucoup de biens. Et ces biens rapportent beaucoup d'argent. Sauf qu'ils sont très mal gérés. Exemple, il y a des gens qui louent des terrains agricoles aujourd'hui, mais on ne comptabilise pas la location de ce terrain. L'argent, on ne sait pas où il va. L'argent, il va quelque part d'autre. Donc moi, quand je rencontre un lanceur d'alerte qui n'est pas dans le film, parce que ce n'est pas le sujet du film, mais qui me dit « Regarde mes dossiers, j'ai des preuves à l'appui, qu'il y a des milliards de dinars qui ne sont pas rentrés dans la caisse », je dis « Ok, là, ce n'est pas juste une question d'argent. » Ok, c'est sûr, c'est pas juste une question d'argent, mais en même temps, franchement, en 2014, j'étais au Canada pour voir un musée de train. La même locomotive qui existe dans le musée, une semaine j'étais en train de la conduire. Alors, c'est quoi? C'est les moyens. Oui, mais en même temps, les derniers wagons qu'ils ont achetés, ils n'étaient pas conformes à nos rails. Donc en même temps, si on met des wagons dans la poubelle, c'est normal qu'on n'en a pas des bons. Non, mais de toute façon, Ahmed et moi, sur cette question-là, c'est très intéressant. On n'est pas totalement d'accord. Moi, dans l'enquête pour le musée de train, j'ai découvert qu'il y a une salle de cinéma qui appartient aux cheminots
Mais personne ne se souvient, juste les retraités. Eux, ils savent qu'il existe. Elle est à Garfour. À Garfour, si quelqu'un connaît Garfour. Garfour, juste à côté de la gare. Il y a vraiment une salle de cinéma. Ils ne connaissent pas. Et elle est exploitée ou pas? Non, elle est fermée, ouais. Depuis des dizaines d'années. Par exemple, on les a sollicités, Ahmed les a contactés en leur disant mais c'est l'occasion de mêler le monde du cinéma, le monde de l'art et le monde du travail. Ouais. Les grandes entreprises. C'est un sujet c'est avec un sujet le GTT, là. et très intéressant. Le GTT, il pense aux moyens, à la situation, mais il ne pense pas à l'art et la culture. Et je te dis, les ouvriers sont très très loin de ça. À chaque fois qu'il y a une buzz là,